Bonjour à tous. Oui, effectivement, donc moi je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet et notamment je vais vous parler du rôle du médecin du travail sur les avis qu'il doit donner sur les stratégies d'échantillonnage et de mesurage qu'ils doivent émettre, notamment suite à l'établissement de projets de ces stratégies par les organismes de contrôle. Ce n'est pas une tâche facile puisque vous devez travailler sur un document et je vais essayer de vous donner les points d'appui pour donner ces avis. Donc évidemment, il faut vous baser sur un certain nombre de documents de référence, comme les documents réglementaires, ça on ne peut pas y échapper, les normes bien sûr, et puis des exigences du COFRAC, qui est le Comité français d'accréditation, pour lequel les laboratoires doivent être accrédités par cet organisme. Bien entendu, je vais vous parler de définition concernant les stratégies d'échantillonnage, les mesures d'empoussièrement et les expositions, et puis les modalités d'établissement de ces stratégies d'échantillonnage, les modalités de mesurage avec les prélèvements individuels et les prélèvements dits statiques environnementaux. Et puis, je vais vous donner une liste de points de surveillance qui pourront être utiles pour vous aider à préparer ces avis sur la stratégie d'échantillonnage qui vous sont proposés. Alors, bien entendu, on ne peut pas échapper à la réglementation. Donc, c'est le décret 2012-639 de mai 2012 qui spécifie les règles et le rôle du médecin du travail. Vous avez deux articles de ce décret. Ce décret a été modifié en 2015. Donc, le premier, c'est l'article 44-1205 qui précise que l'employeur consulte le médecin du travail, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel sur les projets de stratégie d'échantillonnage établis par l'organisme de contrôle. Donc les avis qu'ils émettent sont transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle. Et ça concerne toutes les sections, la sous-section 2 qui est commune à toutes les activités, aussi bien les activités de désamiantage ou d'encapsulage que les activités d'entretien et d'intervention sur des matériaux contenant de l'amiante. Vous avez également un autre article qui est un petit peu différent, mais qui concerne également le médecin du travail, c'est l'article 44-12-146, qui concerne le mode opératoire, qui est soumis, lors de son établissement, de sa modification, également à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité, des conditions de travail, ou à défaut, des délégués du personnel. Et ça concerne la sous-section 4, qui est uniquement sur les interventions de matériaux, sur des matériaux contenant de l'amiante, sous-section 4, qui regroupe un certain nombre de personnels, dont le personnel du bâtiment, évidemment. Toujours ce décret donne les conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle. Donc dans son article 44-1203, il est précisé que pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Ceci dit, quand on dit même organisme accrédité, il y a possibilité de sous-traiter l'analyse par ces organismes de contrôle. Il lui communique à cette fin toute donnée utile et en accord avec le donneur d'ordre, il donne accès aux lieux concernés par les opérations. Donc l'organisme choisi sera indépendant des entreprises qu'il contrôle. Maintenant, passons aux documents de référence. Vous avez plusieurs documents. Donc l'arrêté qui est évidemment l'arrêté du 14 août 2012, qui celui-ci donne les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions, parle également des conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage. Vous avez deux documents justement qui précisent ces exigences spécifiques pour l'accréditation. Le COFRAC, c'est le Comité français d'accréditation. Donc vous avez ce document spécifique, le LAB REF 28, qui lui concerne les mesurages des niveaux d'empoussièrement au poste de travail. Et puis le LAB REF 26, qui lui, par contre, précise les exigences spécifiques pour les mesures dans les immeubles bâtis. Donc c'est vraiment deux documents différents et il est important de les distinguer compte tenu que les compétences peuvent être différentes quand on est soit sur de l'hygiène du travail pour les postes de travail, soit pour les environnements du bâtiment.
Maintenant, en étant beaucoup plus pratique, on passe sur le volet normatif. Donc vous avez plusieurs normes qui sont mises à la disposition des organismes de prélèvement et qu'on doit connaître quand on fait de la stratégie d'échantillonnage. Donc la première, c'est une norme ISO, donc la 16007-7 de 2007, mais qui doit être associée à un guide d'application, qui est le guide d'application AFNOR, qui a été créé en 2012 par l'AFNOR et qui concerne spécifiquement la stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air. Après, vous avez la norme 43269 de 2012. Alors, cette norme est en finalisation de révision et doit paraître, je pense, prochainement. Donc, celle-ci est spécifique à l'aire d'île de travail et concerne essentiellement la partie prélèvement. Puis, vous avez la norme 43050 qui date de 87, qui, elle, commence tout juste à être révisée. Elle date d'il y a 20 ans. Et donc, elle concerne la partie prélèvement, essentiellement pour les prélèvements statiques, et c'est surtout la partie analytique en microscopie électronique à transmission que l'on retrouve dans cette norme. Donc, tous ces articles, le 3, le 4 et le 5, sont cités dans l'arrêté que je vous ai donné précédemment, de 2012. Maintenant, quelques termes et définitions qui sont importantes à savoir pour ne pas faire de confusion. En premier lieu, l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est une procédure qui définit par laquelle une partie de l'aérosol à caractériser est prélevée, donc là ça concerne les prélèvements, pour fournir à des fins d'essai, un ensemble d'échantillons représentatifs de la totalité de l'aérosol. D'où l'importance de l'échantillonnage, car un bon échantillonnage permettra de rapporter effectivement un ensemble. C'est vraiment différent du prélèvement qui, lui, est unique, ou peut avoir plusieurs prélèvements, mais ce sont ces regroupements de tous ces prélèvements qui sont bien ordonnés qui permettront de réaliser cet échantillonnage et qui seront représentatifs de l'ensemble. Ensuite, le niveau d'empoussièrement. Le niveau d'empoussièrement, c'est ce qu'on mesure. En premier lieu, donc, c'est le niveau de concentration en fibres d'amiante généré par un processus. Donc, le processus de travail, c'est la combinaison entre le matériau au produit contenant de l'amiante, la technique et les moyens de protection collective associés à ce processus. Donc, c'est le niveau de concentration en fibres d'amiante généré par un processus de travail dans la zone respiratoire du travailleur, mais à l'extérieur de l'appareil de protection respiratoire. Et en fonction duquel seront organisés et mis en œuvre les règles techniques, les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle. Donc, et c'est ce que les laboratoires mesurent. On mesure des niveaux d'empoussièrement. Maintenant, on passe au niveau exposition, qui va concerner la valeur limite d'exposition professionnelle. Je vous rappelle qu'elle est à 10 fibres par litre depuis l'arrêté de 2015. Donc, cette valeur limite d'exposition, elle est calculée justement à partir des niveaux d'empoussièrement. Et donc, ces résultats des niveaux d'empoussièrement peuvent concerner du processus, mais également des phases opérationnelles qui sont en amont et en aval de ces processus, et puis des phases d'exposition passive, puisque la valeur limite d'exposition elle est ramenée sur la durée de référence, qui est en l'occurrence de 8 heures. Donc on ne calcule pas cette valeur limite d'exposition en faisant des prélèvements sur 1 heure ou 2 heures. Il faut que ça reprenne toute la journée de travail, dont les phases d'exposition passive. Et puis évidemment, il faut tenir compte du facteur de protection respiratoire pour prendre en compte ce calcul. Alors, faire une stratégie d'échantillonnage doit répondre à plusieurs interrogations, notamment pourquoi on doit faire de la mesure, pourquoi on nous demande de faire de la mesure, comment on doit les faire et quand on doit les faire, où on doit faire de la mesure et combien on doit faire de mesures. Donc c'est une bonne stratégie, doit pouvoir répondre à toutes ces questions. Donc au premier lieu, le pourquoi. Alors évidemment, on doit regarder le contexte de l'intervention, c'est-à-dire évidemment mesurer la concentration en fibres d'amiante en suspension dans l'air, mais ça peut être dans différentes situations. Ça peut être suite à un repérage de matériaux contenant de l'amiante, donc ça dans les immeubles bâtis, on a des repérages et donc il y a des règles pour venir faire des mesures. Mais ça peut être également tout ce qui concerne les travaux, donc avant travaux, pendant ou après travaux. Donc ça, en premier lieu, c'est le contexte que l'on doit bien connaître avant d'intervenir. Ensuite, l'objectif, eh bien, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être évaluer ou valider un processus, ça peut être le contrôle du respect de la VLEP et ça peut être le contrôle environnemental au cours du chantier. Donc avant toute préparation de stratégie, eh bien, on doit connaître le contexte et l'objectif de mesurage pour justement savoir exactement comment et dans quelles conditions on doit intervenir.
Maintenant, comment et quand, évidemment. Il faut déterminer les conditions de réalisation et les modalités de mesurage. Donc, il faut savoir si on doit faire des prélèvements individuels ou des prélèvements statiques. Ça, c'est une base également. Et puis, où et combien? Eh bien, ça va dépendre évidemment du nombre de postes du nombre de travailleurs pour les postes de travail, évidemment. Et puis, la configuration des locaux quand on doit faire des prélèvements statiques. Alors, on va parler maintenant des mesures. Donc, on a possibilité de faire des mesures individuelles et des mesures statiques. Donc, les mesures individuelles se font sur opérateur, pendant travaux ou au poste de travail. Donc, en ce qui concerne la sous-section 3, vous avez plusieurs articles que je vous ai cités, sur lesquels vous pouvez vous référer. Donc, en premier lieu, ça peut être pour classer le processus. Vous savez que les processus, les employeurs doivent classer les processus en 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, en fonction de la valeur qui est trouvée. Et donc, au premier lieu, sur des chantiers tests, ça leur permet d'évaluer le niveau d'empoussièrement. Ensuite, 3 fois par an, en année glissante, on doit faire des chantiers de validation. C'est pour vérifier justement que les valeurs qui ont été trouvées sur ces chantiers de test sont toujours conformes, ce qui va permettre de vérifier si les mesures de protection qui sont mises en place sont toujours adéquates. Et puis, ça peut être évidemment le contrôle de respect de la VLEP. Donc, pour ce faire, on fait des prélèvements individuels sur opérateur. C'est un petit peu différent. Enfin, on fait toujours des mesures individuelles sur opérateur pour la section 4, mais là, les exigences sont un petit peu différentes. Et notamment, c'est l'employeur qui doit faire une évaluation initiale des risques et notamment estimer le niveau d'empoussièrement. Ensuite, il doit établir un mode opératoire, et ce mode opératoire dans lequel on doit retrouver la fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement, du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d'exposition. Et donc c'est dans ce mode opératoire qu'on doit trouver un certain nombre de points, notamment on a 9 points à retrouver dans ces modes opératoires. Donc les conditions de réalisation des mesurages, dans le cadre des prélèvements individuels, chantier de test, évaluation des processus et chantier de validation du processus, les prélèvements doivent être réalisés pendant toute la durée du processus. Mais je vous ai mis également pendant des différentes phases opérationnelles, car il s'avère que certaines phases opérationnelles peuvent ne pas être dissociées du processus, et quand on fait des mesures, dans ces cas-là, on est obligé de les inclure dans le processus. Alors ceci dit, ce ne sont pas les organismes de prélèvement, les organismes de contrôle qui définissent le processus, c'est le client, c'est le demandeur. Mais on peut se retrouver dans des situations, c'est pour ça qu'il est important de suivre et d'être présent sur les chantiers, car il s'avère que certaines phases opérationnelles, notamment le ramassage des déchets, par exemple, peut se retrouver inclus dans le processus, et donc il est important de suivre et de le prendre en compte. Ensuite, lorsque l'on fait le contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle, les mesures, je vous ai dit, sont réalisées pendant les phases polluantes, mais également pendant des phases autres dans la journée de travail, et notamment les phases de repos. Alors, je vous ai mis qu'il était important, et si possible, de regrouper en groupes d'exposition similaires. Qu'est-ce que c'est un groupe d'exposition similaire? Ce sont des travailleurs qui font les mêmes tâches et dont la fréquence d'exposition est la même. Ceci permet notamment d'avoir une meilleure fiabilité lors de la mesure, et puis également, comme on a des contraintes de sensibilité analytique lorsque l'on fait de la mesure, ceci permet de regrouper les filtres à l'analyse. Et donc, quand on a possibilité d'avoir ces groupes d'exposition homogènes, notamment, on peut travailler sur des vacations de la première vacation de la journée et puis les vacations de la deuxième partie de la journée. Et donc on peut regrouper en faisant des prélèvements d'air aussi bien le matin et l'après-midi, et on peut regrouper les membranes filtrantes que l'on prélève de façon à pouvoir les cumuler lors de l'analyse pour atteindre ces fameuses sensibilités analytiques qui quelquefois posent problème quand on est dans des niveaux des niveaux assez bas. Donc les prélèvements individuels sont réalisés selon la norme 43-269, donc sur l'opérateur, avec des cassettes ouvertes de 37 mm de diamètre, avec un matériau colle-court et avec un matériau conducteur de l'électricité pour éviter que les fibres se collent sur les parois. Ensuite, l'ouverture doit être dirigée vers le bas et évidemment le porte-filtre à l'opposé de la sortie d'air de l'appareil de protection individuel, et les débits sont fixés à 3 litres par minute. Aussi fixé par la norme de façon à ce que tous les préleveurs fassent la même chose. Quand on a possibilité, notamment lorsqu'on est dans des niveaux bas d'empoussièrement, de mettre plusieurs filtres autour des voies aériennes respiratoires, donc il est conseillé au maximum de mettre deux porte-filtres.
litres. Et bien entendu, ces deux porte-fuites doivent être à l'opposé de la sortie de l'EPI. Il ne faut pas le mettre de chaque côté si vous avez un appareil de protection respiratoire qui peut gêner l'aspiration. Maintenant, passons aux mesures statiques. Donc, vous avez plusieurs types de mesures statiques. Les mesures statiques environnementales pour la sous-section 3, qui, elles, doivent être réalisées selon les modalités du Code de la santé publique, c'est-à-dire pendant 24 heures, ceci pour atteindre la sensibilité analytique concernée par la valeur du Code de la santé publique, qui est de 5 fibres par litre. Donc, cette valeur concerne l'état initial, qui doit être fait en amont des chantiers de désamiantage, avec occupation des locaux ou simulation de l'occupation, s'il n'y a plus personne dans les locaux avant les travaux. Ces mesures doivent être également réalisées après travaux, dans ce qu'on appelle la première restitution ou libératoire, on peut retrouver les deux termes, dans la zone confinée, donc c'est avant l'enlèvement du confinement. Après, vous avez une fin de chantier. Alors, cette fin de chantier, elle est faite après l'enlèvement du confinement. Ce n'est pas encore une après-travaux. Donc, celle-ci est faite immédiatement après l'enlèvement du confinement et elle libère, en fin de compte, l'entreprise de ses activités et ça lui permet justement de se libérer des contraintes liées au chantier. Alors, la mesure après travaux, c'est la deuxième restitution. Elle concerne le Code de la santé publique et elle est faite avant l'occupation des locaux par les occupants. Donc, les occupants qui ne sont pas exposés à l'amiante, qui rentrent dans des locaux qui ont dû être terminés complètement. Donc, ça concerne le Code de la santé publique. Autres mesures, les mesures environnementales, donc là, notamment, lorsqu'on est en état initial, après travaux, première restitution et deuxième restitution, on doit établir ces stratégies d'échantillonnage en 5 étapes. Donc ces 5 étapes, vous les retrouvez aussi bien dans la norme 16007 que là, dans le guide d'application, surtout dans le guide d'application. Donc elles concernent, pour l'état initial, de définir, même pour les travaux, de définir un périmètre d'investigation, donc le bâtiment ou les locaux, en fonction de l'objectif fixé. Donc on doit définir des zones homogènes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une zone homogène? Excusez-moi. Une zone homogène, donc si vous êtes en état initial, évidemment, c'est la zone qui concerne le matériau ou produit qui contient de l'amiante. Donc ça va dépendre de sa dégradation, de son état physique, de la circulation d'air qui est proche de ces matériaux. Vous avez toute une série de batteries qui permet de définir cette zone homogène. Quand on est évidemment après travaux, donc vous n'avez plus d'amiante, donc cette zone homogène concerne les locaux en soi qui ont été désamiantés. Donc ça va concerner, on va prendre en compte la superficie de ces locaux et puis évidemment la configuration. Donc on doit déterminer ce qu'on appelle des nombres de pièces unitaires, donc ça le calcul de la superficie avec le calcul de la superficie. Tout ça vous le retrouvez dans le guide d'application 46033 et puis on détermine ainsi le nombre de prélèvements à effectuer et le choix des lieux des prélèvements. Donc tous ces articles sont bien positionnés dans le guide. Vous avez également d'autres mesures statiques environnementales et là ça concerne toute la période de travaux qu'on doit surveiller et là, ça ne prend en considération que le respect de la valeur. On n'est pas exactement dans les conditions du Code de la santé publique, mais on doit quand même respecter la valeur de 5 fibres par litre. Donc pour ce faire, on doit au minimum faire des prélèvements de 4 heures. Et donc là, ça concerne la zone d'approche. Donc tout à l'heure, je vous ai préparé un schéma pour vous expliquer exactement ce que c'est une zone d'approche SAS. Donc en même temps, ces prélèvements de 4 heures doivent comprendre les phases d'entrée et de sortie des travailleurs, évidemment, puisqu'on doit toujours prélever en période d'occupation des locaux. Une zone d'approche d'essai comprenant les phases de sortie et les phases d'entrée de déchets, enfin de sortie plutôt parce qu'on n'entre pas des déchets évidemment, la zone de récupération avec la présence humaine, les zones de rejet extracteur, donc en fonctionnement on a mis environ à 2 mètres de rejet pour éviter d'être trop près, pour éviter justement que ça perturbe le prélèvement, en sachant que les zones de rejet extracteur quelquefois sont compliquées à faire quand on est dans des immeubles à grande hauteur et donc on ne peut pas faire ce type de prélèvement. Donc je dis toujours, vaut mieux éviter et donc mettre un rapport de carence et ne pas faire cette mesure plutôt que d'aller entraîner des préleveurs à des chutes inconsidérées. Ensuite, les environnements chantiers et locaux adjacents avec occupation. Donc ça, c'est tout ce qui concerne tout l'entourage du chantier, évidemment, quand on est en zone occupée.
Voici une pompe de statique, de prélèvement d'air, donc on en a plein d'autres. Hein. Vous avez un modèle ici de pompe avec donc les prélèvements qui sont réalisés dans l'air ambiant ou en environnement de chantier ou en mesure initiale ou libératoire. Donc on prélève la fraction thoracique de l'aérosol. Là, en l'occurrence, vous avez une tête sélective qui permet de capter la fraction thoracique. Donc en fonction de cette tête de prélèvement, les débits sont différents. Donc si vous avez une tête sélective pour cette fraction thoracique, eh bien, vous devez prélever à 7 litres par minute. Voici justement un modèle de chantier de traitement d'amiante avec le placement des mesures statiques environnementales. Vous voyez la zone de travail dans laquelle on met les états initiaux, les libératoires et puis les restitutions. Et puis tout autour, vous avez donc les SAS. Les SAS à 5 compartiments avec la zone d'approche dans laquelle on doit faire le prélèvement. Et puis la zone de déchets avec justement les 3 SAS et la partie. Vous avez la zone de récup et puis vous avez toutes les parties environnementales. Donc, bon, tous les chantiers ne sont pas faits comme ça, mais c'est simplement pour vous situer où les mesures doivent être faites, en l'occurrence quand vous avez ce type de configuration. Ah, je suis en rouge? Non. Je suis rouge? Bon. Alors, maintenant, je vais passer aux points de surveillance. Et ces points de surveillance, évidemment, ça vous permet de bien regarder quand on fait une proposition de stratégie d'échantillonnage et en fonction justement de la connaissance de dossier, en fonction en étant médecin du travail, pour certains, vous devez connaître les postes et vous devez connaître l'activité. Donc tous ces points, je les ai repris pour appuyer quand vous avez un dossier à regarder, et bien pour que vous permette de vérifier justement si ça a bien été pris en compte. Donc en premier lieu, l'accréditation du laboratoire. Je vous ai dit que les accréditations pouvaient être différentes et donc il est important de retrouver l'accréditation de l'organisme de contrôle. En premier lieu, s'ils sont bien pour l'aire de travail en lab REV 28 ou aire immeuble bâti en lab 26. Il y a un autre point également, c'est le hors-programme. Le hors-programme, c'est un petit peu différent, c'est pour l'air ambiant en extérieur. Vous avez des mesures de chantier qui sont faites en air extérieur et c'est un hors-programme, ce n'est pas en tout cas ce n'est pas le 26 qu'il faut prendre en compte. Donc c'est important en premier lieu de regarder cette fameuse stratégie de prélèvement. Ensuite, autre point, évidemment, vérifier l'objectif du mesurage. Si c'est de l'évaluation de la validation ou de contrôle du respect de la VLEP ou des mesures environnementales en cours de travaux, et ça en fonction, et ce sont par rapport à des mesures réglementaires, ou si c'est simplement des suivis de travailleurs. Vous pouvez tout à fait avoir des demandes d'autocontrôle par un employeur, et donc ça peut être un suivi des opérations. Les documents étudiés et cités par l'organisme de contrôle doivent être également regardés, savoir s'ils ont pris en compte le plan de retrait. Dans le cas d'une sous-section 3, on doit prendre le plan de retrait en référence. C'est là-dessus qu'on va retrouver les postes de travail, les durées de vacation, le nombre de travailleurs, et c'est là-dessus que l'on doit prendre ces informations, ou les modes opératoires quand on est en sous-section 4, et donc où on a la fréquence également et tout un ensemble de renseignements. Autre point de surveillance, donc quand on prépare la stratégie, eh bien, on doit normalement faire une visite préalable sur site et puis quand on a des gros chantiers, de faire des réunions préparatoires. Donc il est important de vérifier si pour préparer ces stratégies d'échantillonnage, eh bien, par qui ça a été fait, par le responsable de stratégie de l'organisme de contrôle, est-ce qu'il a fait une visite en préalable avant l'établissement de cette stratégie, ou est-ce que cette stratégie, eh bien, elle est justement vérifiée en amont de la prestation et par qui ça a été fait et comment ça a été validé. Autre point, donc les niveaux estimés, est-ce qu'ils sont en cohérence avec des précédents chantiers ou est-ce que ça a suivi la campagne META? Vous savez qu'il y a une campagne microscopie électronique à transmission qui a été faite pour les surveillances des sous-sections 3. Eh bien, on a des résultats et est-ce que ces niveaux d'empoussièrement ont été pris en compte? Ou la Bascola de l'INRS qui est accessible sur le site Scolamiante et donc là, on a des niveaux d'empoussièrement qui sont affichés et donc ces niveaux d'empoussièrement doivent être connus pour démarrer une procédure de stratégie d'échantillonnage. Ensuite, les modalités, est-ce qu'elles ont été réalisées en fonction d'études préalables des postes de travail, le planning des travaux, représentatif des phases de travail, de l'organisation du chantier, des niveaux estimés, des horaires d'activité, et puis si le contrôle du respect de la VLEP, est-ce qu'il est prévu de faire des mesures pendant toute la journée du travail? Et tout ça, on doit retrouver dans le projet de stratégie.
Le nombre de prélèvements est bien entendu, pour les prélèvements individuels, est-ce qu'il est fonction de la durée du chantier, du nombre d'opérateurs, du regroupement donc possible en groupe d'exposition similaire, des postes de travail et de l'empoussièrement général. Quand je parle d'empoussièrement général, ce n'est pas l'amiante, c'est toutes les autres poussières. Et donc là, il est important de prévoir, quand on a beaucoup de poussière dans un chantier, eh bien de changer les filtres et donc d'avoir prévu cette possibilité. Pour les prélèvements statiques, je vous ai donné, donc est-ce qu'il y a vérification s'il y a une notion de périmètre d'investigation, la définition des zones homogènes, est-ce qu'elle a été définie, et puis la détermination du nombre de pièces unitaires selon le guide d'application. Et puis pour les mesures d'air ambiance en extérieur, là, il faut prévoir si les conditions météo ont bien été prises en compte, notamment l'humidité de l'air, l'humidité du sol, la vitesse et direction du vent. Donc il y a des clauses restrictives, on ne fait pas de mesures quand il pleut, quand vous avez trop de vent, puisque dans ces cas-là, on ne prélève rien, et donc des mesures zéro ne veulent strictement rien dire. Donc, il faut prévoir le prélèvement, évidemment, en fonction de la direction des vents. Et puis, il n'y a pas de mesure, je vous ai dit, en cas de pluie ou forte humidité. Maintenant, les modalités rendues. Normalement, dans le projet de stratégie, on doit retrouver les spécifications telles que la sensibilité d'analyse en cohérence avec l'objectif de mesurage. Donc, pour les prélèvements individuels, ils doivent être au 10e de la VLEP. Bon, la norme 43-269 que l'on vient de réviser donc, va proposer des possibilités de déroger à ce 10e de la VLEP. Et puis, pour les prélèvements environnementaux, en fonction, soit c'est 0,3 fibres par litre quand on est en immeuble bâti ou 0,5 à justifier. Et quand on est en environnement de travaux, eh bien, on doit être inférieur à 5 fibres par litre. Et puis, évidemment, vérifier s'il y a une sous-traitance de l'analyse. Bon, c'est l'organisme de prélèvement qui est responsable du rapport final, qui doit être mis sous accréditation. Et dans ce rapport final, eh bien, on doit retrouver l'ensemble de la prestation de stratégie avec les conditions, donc pourquoi la stratégie est faite, et toutes les modifications de la stratégie. On doit retrouver les rapports de prélèvement et la description de toutes les tâches et tous les postes, et puis le rapport d'analyse. Voilà. Voilà, merci pour votre attention.